La guerre, je dirais un signe indien que Goma peine à vaincre depuis des années. À la manœuvre, si je peux ainsi dire, le mouvement du 23 mars, le M23, groupe armé constitué entre autres par les officiers des forces armées de la RDC en rébellion contre le gouvernement. La ville de Goma est à nouveau sous le contrôle de ce mouvement qui n'est pas à sa première occupation de Goma. On se souvient entre autres de 2012. En arrière-plan, on voit le Rwanda qui, chat échaudé, craint l'eau froide. C'est du moins un des arguments de Paul Kagame, qui n'entend plus laisser les Rwandais traumatisés par le génocide des Tutsis être hantés par une quelconque autre menace. Actif dans la région, Paul Kagame se défend de tout soutien qu'on lui prête dans cette situation. Tout le monde observe au niveau de la communauté internationale pour l'heure. Personne n'est allé au-delà des accusations et des appels à la paix. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette nouvelle montée du M23 en RDC? J'en parle ce matin avec un spécialiste maison qu'on ne présente plus ici, James William Baguidi. Bonjour. Bonjour Saturnin et bonjour à tous. Directeur adjoint des services de l'information et de la communication, très au fait des questions internationales. Merci d'avoir accepté de vos phares nous éclairer sur le front de la province, je dirais la ville principale de la province du Nord, Kivu, Goma. Vous avez suivi les événements depuis peu. Le M23 toujours actif. Est-ce que ça vous surprend, cette remontée, je dirais? Je ne suis pas surpris en soi par la capacité du M23 à prendre Goma. J'ai été quand même quelque peu surpris par le fait que le M23 ait décidé de prendre Goma. Parce que la ville de Goma est une très grande ville, la plus grande du Nord Kivu, je dirais même des deux Kivu. C'est une ville frontalière avec le Rwanda et qui constitue en soi pratiquement depuis la première prise en 2012 une ligne rouge. Une ligne rouge définie par la communauté internationale ou en tout cas par les partenaires du Congo-Kinshasa et qui à cette époque-là, quand le M23 avait déjà pris Goma, était intervenu très fermement pour mettre fin à la guerre, une opération qui a conduit jusqu'à la disparition, entre guillemets, du M23 qui avait en ce moment-là accepté de déposer les armes. Et je me suis dit, au regard de ce nouveau conflit qui s'intensifie depuis 2021, que le M23, avec ses hésitations, n'oserait pas jusqu'à aller à Goma tant que le Rwanda n'assumerait pas d'être le parrain de cette rébellion. Le Rwanda l'a beaucoup contesté, mais c'est la prise de Goma, après la prise de Goma maintenant, que nous entendons très clairement les autorités rwandaises, je dirais presque revendiquer leur parrainage vis-à-vis du M23 et leur capacité, leur volonté même à mener une guerre frontale contre le Congo si besoin. J'allais vous demander, est-ce que vous pensez que le M23 n'était plus assez outillé pour aller jusqu'à cette prise-là de la taille de Goma? Le M23 n'a jamais été assez outillé pour prendre Goma. Déjà pendant la première guerre au cours de laquelle le M23 avait pris Goma, ce n'était pas l'œuvre exclusive du M23, mais les hommes armés qui ont assisté les soldats du M23 pour prendre Goma à l'époque étaient tous habillés avec des uniformes du M23. Cette fois, c'est très clairement que des officiers et soldats rwandais sont identifiés comme faisant partie de ceux qui ont mené l'offensive sur Goma. Et le M23 n'aurait pas pu, ni en 2012 seul, ni en 2024-2025, prendre Goma, sans le soutien, en tout cas actif, des forces armées rwandaises, qui sont l'une des armées les plus puissantes de la sous-région, qui ne réchigne pas
à aller au front, à mener le combat dans les termes que leur désigne leur chef, notamment même leur chef suprême, qu'est le président Kagame. On parle aujourd'hui d'accords trouvés par le passé qui ne seraient plus respectés aujourd'hui par le régime en place en RD Congo. Est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt quand on sait qu'à Goma, on a quand même on a de l'étain, on a de l'or, on a du diamant, on a le coltan aussi, je pense, tout ça. En tout cas, pour moi, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne m'attendais pas à la prise de Goma. Ce n'est pas à Goma que se trouvent principalement les sites miniers. Certes, si on creuse la terre de Goma, il y a peut-être là aussi beaucoup de ressources, mais je ne vois pas l'armée rwandaise, le M23, commencer à creuser dans Goma pour faire l'extraction de ces ressources-là. Les territoires occupés déjà par le M23 fournissent énormément de richesses qui sont exploitées et revendues en passant par des sous-traitances et passant par le territoire rwandais principalement. Et donc, pas besoin de prendre Goma pour ça. La prise de Goma est un acte politique. Un acte politique dans la mesure où le président Tshisekedi refuse, Félix Tshisekedi refuse de discuter avec le M23, considérant que ce n'est qu'un mouvement marionnette entre les mains du Rwanda. Et donc, en tenant compte du fait que c'est le Rwanda qui, déjà en 2009, sauf erreur de ma part, avait demandé à ce qu'est l'ancêtre du M23, le CNDP, qui était un mouvement de rébellion, de déposer les armes et ordonner à ses membres d'accepter leur intégration à l'armée de la République démocratique du Congo. Il y a de quoi, de la part du président Tshisekedi, considérer que ces hommes-là répondent aux ordres que leur donne le Rwanda. Et donc, inutile, selon lui, de discuter avec des gens qui ne constituent que des marionnettes, mais plutôt, il souhaitait discuter directement avec le président Kagame. Nous avons connu plusieurs rendez-vous manqués, notamment à l'initiative du président angolais, Joao Lourenço, mais ces rendez-vous manqués ont donné aussi lieu à de l'accusation de la part de Kinshasa, de la part de Kigali aussi, de telle manière que les tensions se sont exacerbées et le président rwandais a considéré que si il n'allait pas, en tout cas si le mouvement M23 n'allait pas plus loin dans cette offensive, du moins c'est ce que je suppose, la discussion directe entre le M23 et Kinshasa, que lui, il préfère laisser faire, n'aura jamais lieu. Or, le président congolais reste ferme sur ses positions. Pas question de discuter avec le M23 parce que l'interlocuteur, l'agresseur, pour utiliser les mots de la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda parle de l'instabilité à ses frontières. Je le disais, le Rwanda n'entend plus revivre certaines années. Est-ce un argument juste, un motif qu'on a avancé juste pour se défendre pour vous? Ce motif, selon le camp où l'on se présente, peut paraître farfelu, mais il ne l'est pas complètement. Quand on prend les événements qui se sont déroulés au Rwanda en 1994, je parle du génocide. À la fin du génocide, vous vous souvenez très bien qu'une armée étrangère s'est interposée sur le chemin des forces de Paul Kagame, du FPR, pour extraire un certain nombre de dirigeants. Et cette action qui a retardé l'offensive du FPR a permis à un certain nombre de génocidaires de se réfugier dans le pays voisin, au Congo, et de constituer des groupes qui attaquent de nouveau, de temps en temps, les frontières, les populations dans le territoire du Rwanda. Cela est indéniable et les FARDC ont pris l'engagement de lutter contre ces groupes qui attaquent régulièrement le Rwanda sans que les capacités militaires du FARDC n'aient pu
soit parce que les FARDC ne le voulaient pas vraiment, soit parce que les FARDC ne le pouvaient pas, ils n'ont pas pu réduire ces mouvements qui attaquent régulièrement le Rwanda. Le Rwanda se comporte de son côté un peu, je n'ose pas faire la comparaison, mais un peu comme l'État d'Israël aujourd'hui. Pour avoir vécu un génocide de cette ampleur, l'attitude du Rwanda est de prendre pratiquement toutes les mesures, militaires même, nécessaires pour empêcher que ce genre de choses ne se reproduisent. Les génocidaires, leurs héritiers, se trouvent de l'autre côté de la frontière. Ils n'ont pas déposé les armes, en tout cas certains n'ont pas déposé les armes, d'autres ont disparu de la circulation, c'est vrai, mais ceux qui continuent de contester le pouvoir au Rwanda et qui détiennent des armes, le Rwanda considère, Paul Kagame considère qu'ils doivent être vaincus par tous les moyens. Ça, c'est un premier argument. Mais l'autre argument qu'il ne faut pas négliger, c'est que le sous-sol du Congo, le sous-sol du Kivu regorge effectivement d'importantes richesses qu'exploitent non seulement le mouvement du M23, mais aussi ces mouvements rebelles qui, sur ces territoires-là, profitaient d'occasions qui leur étaient offertes pour attaquer le Rwanda. Et donc, dans cette circonstance, il y a lieu de comprendre quelque peu les préoccupations du président Paul Kagame, même si les moyens utilisés, notamment le fait d'armer un mouvement rebelle et de le pousser à attaquer le pays voisin, est totalement illégal. Pendant ce temps, pendant que cette armée-là évolue, à l'arrière du front, c'est les bulldozers, les caterpillars qui creusent le sol, qui exploitent les richesses à n'en point fini et au profit, malheureusement, de ceux qui normalement devaient être, qui sont d'ailleurs sous sanctions internationales, qui sont sous embargo international, mais qui, par les voies qu'on connaît, continuent de faire ce commerce illégal de matières qui sont très présentes dans les technologies nouvelles que nous utilisons. On n'a pas parlé du coltan. James Liang-Bagui dit de l'attitude de la communauté internationale jusqu'ici. Elle s'est limitée à ces dénonciations jusque-là. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'être plus ferme ou est-ce qu'il y a des arguments, des non-dits qui amènent à y aller de façon si timide et à laisser la situation se détériorer davantage en RDC? Vous savez, l'attitude de la communauté internationale aujourd'hui, elle n'est plus tout à fait cohérente. Pendant un certain temps, le Rwanda a été soutenu par les États-Unis et puis le Rwanda a perdu le soutien des États-Unis. La France était contre le Rwanda. La France soutient le Rwanda dans une certaine mesure. La France dénonce quand même l'agression qui a eu lieu au Kivu, la prise de Goma. Et on n'a pas une lisibilité claire des positions de la communauté internationale elle-même complètement divisée sur de nombreux sujets. Étant donné que les motifs de dissension sont devenus tellement nombreux dans les relations internationales, il n'y a pas effectivement de lisibilité. Et donc, c'est chaque puissance internationale qui définit sa position et qui essaye de trouver le meilleur moyen pour ne se fâcher ni avec l'un ni avec l'autre. Et bien sûr, dans ces circonstances-là, il ne peut pas y avoir de fermeté telle qu'on a pu la connaître en 2012 face au M23. En termes de géopolitique, vous avez commencé par planter le décor. Il y a à l'intérieur du pays quelqu'un qu'on n'entend pas, un ancien président. Serait-il comme un troisième larron dans ce conflit? En 2012, déjà, c'était lui qui était au pouvoir. Vous parlez de Joseph Kabila, qui était au pouvoir et qui a mené quand même la guerre contre le mouvement du M23 et qui a réussi à obtenir cet accord qui a fait, pendant un certain temps, taire les armes dans le Kivu. Ça, on peut lui en apporter, lui en reconnaître le mérite. Mais en même temps, Kabila a souvent été critiqué, accusé même d'être rwandais, notamment pendant les campagnes électorales, d'être pro-rwandais et donc de ne pas être assez ferme vis-à-vis du voisin rwandais. Et aujourd'hui, où il n'est plus, aux affaires, il se tient tranquille, il ne se prononce sur pratiquement aucun événement qui se déroule au Congo et dans une certaine mesure, il a le mérite
de ne pas perturber la gouvernance de son successeur. Peut-être devrait-il se prononcer ouvertement contre cette agression, mais si on s'en tient uniquement au mandat qui est le sien et au résultat qu'il a obtenu pendant qu'il était au pouvoir, on ne peut pas dire qu'il approuve les événements qui se déroulent au Kivu, loin de là, de mon point de vue. Est-ce qu'il n'est pas un pion que Tshisekedi pourrait utiliser aujourd'hui en termes de médiation dans cette affaire? Il pourrait, oui. Mais quelle est la nature des relations entre Félix Tshisekedi et Kabila aujourd'hui? Je ne suis pas suffisamment informé pour en parler. Comment pourrait-il s'en sortir, l'actuel président de la RDC qui opte pour la fermeté, alors que sur le front, nous avons déjà des casques bleus qui sont tombés, la République sud-africaine qui déplore la mort de ses soldats. Actuellement, on continue de réfléchir au retrait de ses forces ou pas. Comment est-ce que Tshisekedi pourrait s'en sortir aujourd'hui face à cette situation? L'option armée? Bon, l'option armée est une option qui ne peut être abandonnée pour le moment. Ce ne sont pas les forces armées de RDC qui sont passées à l'offensive. La guerre se déroule sur le territoire congolais et l'armée congolaise ne peut que défendre son territoire. Malheureusement, la construction historique de l'armée congolaise est une construction complexe et cette armée, elle n'a pas suffisamment les moyens d'une lutte contre un mouvement qui montre la puissance qu'est celle du M23. Et donc, l'armée congolaise, elle est faible. Dans toutes les guerres que l'armée congolaise a menées, elle s'est montrée toujours très faible. En termes de territoire, de superficie, oui, de Rwanda à côté de la RDC. Il ne suffit pas d'avoir de territoire. Il faut que les soldats soient aguerris, qu'ils soient suffisamment formés, mais aussi qu'ils soient motivés pour mener ce combat. J'ai comme l'impression, je ne l'affirme pas, mais j'ai comme l'impression que les soldats congolais qui mènent la guerre au Kivu, soit ne sont pas assez motivés, soit ne sont pas assez outillés, ou soit ne sont pas assez bien dirigés pour gagner ces batailles-là. Malheureusement, c'est une constance dans l'histoire du Congo. Les guerres que les forces armées congolaises ont menées, elles les ont souvent difficilement remportées, pour ne pas dire qu'elles les ont souvent perdues. La gestion de l'armée fait d'ailleurs partie des points que soulève l'Alliance du fleuve Congo, la branche politique, le bras politique, je dirais, du mouvement M23 James Luang Bagedi. Nous sommes déjà malheureusement à la fin de cet entretien. Un mot rapidement pour conclure. Un mot rapidement pour dire que cette situation quand même risque de détériorer encore plus la situation dans la région des Grands Lacs. Dans la région des Grands Lacs, dans la mesure où aujourd'hui on risque d'aller vers un affrontement massif comme il y en a eu par le passé dans cette région, toujours autour de la République démocratique du Congo, une implication directe des forces armées burundaises, des forces armées ougandaises, sud-africaines, peut-être même angolaises si l'Angola en a assez de soutenir une médiation qui ne donne pas de fruits. C'est ce risque de déflagration généralisée qui inquiète aujourd'hui au Congo. Merci à vous, James Luang Bagedi. La situation, nous allons continuer de la suivre, je dirais, puisque le M23 n'entend pas s'arrêter à Goma. Il vise Kinshasa déjà. Merci d'être passé, James Luang Bagedi. En tout cas, on croise les doigts pour que les Congolais puissent trouver la solution à cette crise dans la région de Goma. La suite de Théa ce matin, c'est Polo Aounou qui est déjà en attente impatient d'être en studio. Nous allons lui faire tapis rouge avec Kofi Olomide qui chante Goma.